Bienvenue à notre webinaire interview et nous accueillons aujourd'hui Dominique Cressac, directeur de CFA Occitanie. Bonjour Monsieur Cressac. Bonjour Céline. Donc IMERIR, l'Institut méditerranéen d'études et de recherche en informatique et robotique, forme chaque année 150 apprentis grâce aux entreprises et aux maîtres d'apprentissage. Dans le contexte de la réforme de la formation et de l'apprentissage, nous notons de nombreuses modifications de dispositifs. Et donc, ce webinaire a pour objectif de permettre à tous nos participants de mieux comprendre les enjeux et les nouveautés de cette réforme par rapport à l'apprentissage. Donc, il nous a paru tout à fait légitime de vous recevoir, Monsieur Cressac, puisque vous êtes directeur de CFA, donc, et vous êtes également partenaire de l'IMERIR pour le développement de l'apprentissage. Tout à fait. Donc, ma première question, déjà, pour que nos participants vous connaissent mieux, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter également le CFA Sud Formation Occitanie? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Céline. Et merci à l'IMERIR pour cette invitation cet après-midi pour ce webinaire pour évoquer, donner envie ou confirmer l'intérêt marqué par les participants à ce webinaire de se lancer ou de poursuivre le développement en apprentissage. Donc, je m'appelle Dominique Cressac, je suis le directeur régional de la formation pour les chambres de commerce et d'industrie de la région Occitanie, et c'est à ce titre que je suis le directeur du CFA régional. Alors, les chambres de commerce et d'industrie et l'apprentissage, c'est une vieille histoire, puisque nous sommes des acteurs historiques sur l'apprentissage depuis les lois Delors. Alors, on ne va pas faire tout l'historique, mais depuis les lois Delors et le développement de l'apprentissage, et le développement de l'apprentissage dans les années 90, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous misons depuis de nombreuses années sur cette voie qui est une voie d'excellence pour accompagner les entreprises, les territoires, les jeunes sur la voie de l'apprentissage avec un certain nombre de réformes. On va s'arrêter aujourd'hui sur la réforme de la loi du 5 septembre 2018, liberté de choisir son avenir professionnel, qui donne une part importante sur le développement de l'apprentissage. Et au sein de notre CFA, qui est un CFA régional, présent sur 16 établissements sur toute la région Occitanie, nous formons à la rentrée de septembre 2019, à quelques apprentis près, vous m'en excuserez, nous sommes aux environs de 5000 apprentis, formés du CAP au diplôme d'ingénieur et formés dans 12 filières de formation. Et bien évidemment, dans la filière de la robotique et de l'informatique, nous développons l'apprentissage à travers l'IMERIR qui nous accueille cet après-midi. Très bien, merci pour cette entrée en matière. Alors, quelques précisions sur l'interaction que vous pouvez avoir avec nous aujourd'hui. Du coup, de l'autre côté du mur, nous avons Cédric Corcelette qui vous proposera au fur et à mesure et tout au long de ce webinaire des sondages. Ce sondage est important, répondez à ces questions, puisque ça nous permettra de mieux connaître votre profil. Et puis, pour réagir et interagir, vous aurez la possibilité d'utiliser notre chat. Nous ferons un point en fin de webinaire afin de vous poser en direct, Monsieur Cressac, toutes les questions que se posent nos participants si nous ne les avons pas évoquées nous-mêmes. Donc voilà, donc la deuxième question, Monsieur Cressac, pouvez-vous nous évoquer les grands axes de cette réforme de la formation? Alors, dans le cadre de la liberté de la loi, donc liberté de choisir son avenir professionnel, cette loi donne la part belle, j'allais dire, à l'apprentissage, mais elle révolutionne complètement tous les axes de la formation. Ça va concerner aussi les salariés, ça va concerner les demandeurs d'emploi. Nous verrons s'il y a des questions ou si il est nécessaire d'y revenir tout à l'heure. On va zoomer tout particulièrement sur l'apprentissage. Plusieurs modifications dans cette nouvelle loi. D'abord, et c'est une loi qui est misée sur le point de départ qui est vraiment différent de celui des autres lois. Dans cette loi, le point de départ du développement de l'apprentissage, c'est que l'on part
Alors, vous me direz, ça paraît tellement simple, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? Le point de départ, c'est le besoin de compétences et de qualification des entreprises. Et c'est à partir de ce besoin que l'on va faire évoluer l'offre de formation et que l'offre de formation va pouvoir répondre à ce besoin. Alors vous dites, mais depuis les lois de l'or, personne n'y a pensé. Mais c'est déjà un peu comme ça. Alors c'était un petit peu comme ça, mais quand même, c'était surtout très calé avec une offre de formation, notamment sur un certain nombre de diplômes, que ce soit des diplômes de l'éducation nationale en particulier, où on entendait très régulièrement les chefs d'entreprise nous dire, enfin, les activités en entreprise sont parfois, voire souvent, sur certains diplômes, en décalage avec le contenu de la formation. Donc, si on veut développer l'apprentissage, il faut vraiment revenir du besoin de compétences et de qualification des entreprises. Ça, c'est la première grande réforme. La deuxième grande réforme, liée à ce que je viens d'évoquer, c'est que le législateur a donné la main aux entreprises pour développer l'apprentissage. Jusqu'à présent, c'était, et ce sont encore jusqu'au 31 décembre 2019, les conseils régionaux qui portent et déploient la carte de formation sur l'apprentissage. Avec cette nouvelle loi, ce sont les entreprises, ce sont les branches professionnelles qui, s'appuyant sur un nouvel opérateur, alors on aime bien les nouveautés, donc qui s'appellent des OPCO, des opérateurs de compétences, on va pouvoir mettre en œuvre véritablement la carte de formation qui répond à ces besoins. Et pour aller jusqu'au bout de la réforme, eh bien, on part du besoin, on donne le pilotage aux entreprises et à leurs représentants, et donc, troisième élément, pour s'inscrire complètement dans une vraie dynamique, eh bien, cette loi aboutit à une libéralisation totale de l'offre de formation. Voilà. Donc, le marché de l'apprentissage, voilà, je parle bien de marché, qui jusqu'alors fonctionnait en gestion administrée, voilà, devient désormais un marché concurrentiel et avec les entreprises qui vont faire le choix de confier la formation à l'acteur qui, pour elles, correspond le mieux à leurs besoins. Voilà. C'est quand même une véritable révolution. Le deuxième axe, alors soit on l'évoque maintenant ou un petit peu plus tard, c'est la partie du financement, puisque en lien avec ce point-là, le financement est totalement bouleversé. Souhaitez-vous, Céline, que j'en dise quelques mots maintenant? Allez-y. Donc, dans la foulée, je vais jusqu'au bout de la démarche. Donc, sur la partie du financement, eh bien, par exemple, à partir du 1er janvier 2020, la taxe d'apprentissage qui servait à financer l'apprentissage disparaît. Le conseil régional qui finançait une partie de la formation en apprentissage, cette dotation disparaît. Tout ceci au profit d'une contribution qui va être versée par les entreprises, dans un premier temps à partir de 2020 aux OPCO, à partir de 2021 aux URSSAF, voilà. Et c'est cette contribution unique formation qui permettra de financer l'apprentissage. À partir de ce que l'on appelle un co-contrat, c'est-à-dire que tout diplôme, tout titre, sera référencé au niveau national et aura un coût à appliquer. Donc, ce qui veut dire qu'on saura très clairement, pour un centre de formation qui va mettre en place telle formation, eh bien, on saura très clairement quel sera le coût de cette formation. Et pour l'entreprise, eh bien, l'entreprise, s'appuyant sur sa branche, va se rapprocher de son OPCO et son OPCO financera à 100% le coût de la formation. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors, l'objectif, bien évidemment, dans le cadre de la réforme, c'était de simplifier les choses. D'accord. Alors, dans l'absolu, les choses vont être simplifiées, mais nous ne serions pas quand même dans notre beau pays de France si, dans la phase de transition, il n'y avait pas quand même quelques complications. Parce que sinon, ce serait trop simple et trop facile. Alors, par contre, vous avez parlé d'un point de vue privé. Oui. Que se passe-t-il pour le public? Est-ce que c'est 100% également de la formation qui est prise en charge? Vous voulez dire une collectivité territoriale? Alors, collectivité. une collectivité territoriale, aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que l'apprentissage dans le secteur public
a été confirmé comme étant aussi une priorité. Oui. Et ce que l'on connaît aujourd'hui, ce sont les modalités de financement. À savoir que dans ces modalités de financement, le CNFPT, désolé pour voilà, le Centre national de la fonction publique territoriale, l'organe de gestion qui gère la formation des fonctionnaires. C'est un peu comme l'OPCO. C'est un OPCO, j'allais dire, entre guillemets, c'est un OPCO pour les collectivités, pour le secteur public, va financer 50% du coût de la formation et les 50% restants seront à la charge de la collectivité qui aura recruté l'apprenti. À aujourd'hui, nous en sommes là. Nous attendons les ordonnances ou les décrets relatifs aux modalités et au calendrier de mise en place de cette réforme pour l'apprentissage dans le secteur public. Pour le secteur privé, eh bien, aujourd'hui, depuis l'application de cette loi, mais j'allais dire depuis le mois de septembre 2019, eh bien, les entreprises, donc, lorsqu'elles souhaitent recruter un apprenti, où la formation existe dans le cadre de ce que l'on appelle un CFA historique, et elle s'appuie sur des modalités de l'ancienne loi qui vont changer au 1er janvier 2020, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ma fameuse phase de transition, ou bien le diplôme n'existe pas en apprentissage, et donc on peut, dès le mois de septembre, le mettre en place dans le cadre des nouvelles modalités de cette loi. Voilà. Désolé pour les modifications qui sont en cours et qui font jongler à peu près tous les 4 matins les directeurs de CFA tels que je peux être. Si je comprends bien, Monsieur Cressac, une entreprise de bonne taille, on va dire, peut créer son propre CFA. Également, c'est bien ça? Tout à fait. Dans le cadre et créer sa formation. Alors, dans le cadre de la libéralisation de l'offre de formation, une entreprise peut s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs historiques. Elle peut s'appuyer sur de nouveaux organismes de formation qui souhaitent déployer de l'apprentissage. Elles peuvent aussi créer leur propre centre de formation d'apprentis. J'attire simplement l'attention dans le cadre des relations que nous avons au quotidien avec les grandes entreprises. Vous savez, l'apprentissage et la pédagogie, c'est un métier. Voilà. Un métier au même titre. Voilà. Très souvent, quand on creuse un petit peu avec les entreprises qui souhaitent, alors pas tant créer leur diplôme, mais plutôt créer leur propre CFA, c'est en règle générale, quand on leur pose la question, ils nous disent, mais c'est parce qu'en fait, je n'arrive pas à trouver des apprentis qui correspondent à ce que je recherche, et je pense que si je mets moi-même en place cette démarche, j'y arriverai plus facilement. En fait, pas du tout, parce que dans les faits, globalement, le sourcing jeune, ce ne sont pas les entreprises qui l'ont, ce sont souvent les centres de formation. Voilà. Alors par contre, ce que l'on doit entendre de la part de ces entreprises, c'est très certainement d'être beaucoup plus évolutif dans les réponses que nous devons leur apporter sur le choix de l'alternance, sur la teinte que l'on doit donner à certaines activités pédagogiques pour mieux répondre aux besoins et aux secteurs d'activité de ces entreprises-là. Vous savez, on a quelques exemples lors de cette rentrée où nous avons mis en place alors des académies voilà, pour rester un peu dans la démarche et répondre aux entreprises, que ce soit chez Orange, que ce soit dans le secteur de l'environnement avec la SOR, pour répondre à ces besoins spécifiques d'entreprise. D'accord. Merci pour cette réponse. Donc, les acteurs principaux, si je fais un résumé, il va y en avoir de nouveaux. Il y en a qui existaient déjà. Nous avons parlé des OPCO. Oui. Donc, les OPCO étaient très nombreux. Les OPCO sont au nombre de 11 aujourd'hui. Oui. Il va y avoir les professionnels, les branches professionnelles. Oui, tout à fait. Il va y avoir l'URSSAF, dont vous avez parlé tout à l'heure, et France Compétences, qui est un nouvel acteur dans ce paysage de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Tout à l'heure, je parlais de la simplification. En fait, vous êtes en train de mettre à mal ce que j'étais en train de dire. Pas du tout, vous avez très bien expliqué le rôle de chacun. Cependant, une question se pose, c'est quel rôle va avoir aujourd'hui les CFA? Alors, l'organisme de formation, vous notez que depuis tout à l'heure, j'ai démarré en parlant de CFA et désormais je parle d'organisme de formation. Exactement. En fait, c'est lié véritablement à la révolution de cette réforme qui fait que tout organisme de formation peut ouvrir un apprentissage. Donc, l'organisme de formation,
aujourd'hui et surtout demain, il va être là pour répondre aux besoins de compétences de qualification des entreprises. Il va être là de plus en plus pour répondre à une demande sur mesure de l'entreprise et aussi à une individualisation du parcours. Et il doit trouver également des approches innovantes pour répondre aux besoins de l'entreprise. Demain, un organisme de formation qui va répondre à un besoin d'une entreprise, il ne peut plus répondre de façon classique en disant, voilà, votre apprenti va suivre 400 heures ou 800 heures de formation, il va suivre ces 400 heures ou ces 800 heures en totalité dans les locaux de l'organisme de formation, avec à la fin tel référentiel de certification qui viendra valider sa formation. Parce que l'organisme qui s'inscrit dans cette démarche-là, il a tout faux. Et globalement, les entreprises se détourneront de lui. Il faut que véritablement, tout apprenti qui va rentrer dans un organisme de formation, au préalable, on ait identifié un petit peu son projet professionnel, on ait identifié par rapport aux missions qu'il va effectuer en entreprise, quel est le diplôme qui est approprié, et on va, entre guillemets, individualiser son parcours de formation. Et par rapport à cette démarche-là, on va imaginer qu'il y ait une partie de son parcours de formation qui, certes, soit en présentiel, mais une partie qui soit en pédagogie digitale. Parce qu'aujourd'hui, c'est complètement dans cette démarche-là. Et si l'on veut donner d'ailleurs un côté sexy et attractif à l'apprentissage, c'est à travers ces modalités pédagogiques que l'on y arrivera. C'est, pour le CFA que je connais le mieux, toute une démarche, je sais que également à l'IMERIR, c'est toute une démarche qui est engagée pour répondre à cette demande-là et pour bien évidemment, en même temps, accompagner la formation de nos enseignants sur cette nouvelle pédagogie. Voilà. Ce qu'attend le chef d'entreprise, c'est pas simplement qu'on forme un apprenti, mais qu'on forme un apprenti sur mesure pour répondre de façon individualisée au parcours qui est le sien et aux besoins de compétences qui sont les siens. Voilà. Et donc, vous avez un impact également sur l'insertion professionnelle. Complètement. Globalement, au-delà de l'impact, comme on est dans une logique de libéralisation de l'offre et de la demande, le législateur est allé jusqu'au bout en disant ben, l'organisme de formation aura l'obligation de publier et d'afficher ses taux de réussite, ses taux d'insertion professionnelle et un taux d'insertion professionnelle durable en cohérence avec la formation qui a été suivie. Très clairement, si on n'est pas dans les clous, il faut ou bien faire évoluer le parcours de formation, ou bien arrêter tel parcours et ouvrir un autre parcours qui lui répondra mieux aux besoins des entreprises. Et très clairement, les entreprises, au même titre que le public, nous jugera sur ces chiffres-là et sur ces indicateurs de performance. Vous savez, quand je parle d'indicateurs de performance, on est quand même un peu loin de la gestion administrée de l'apprentissage. Voilà. Et je pense que c'est à travers ce dépoussiérage et cette approche résolument dynamique et innovante que l'on arrivera enfin à faire décoller les chiffres de l'apprentissage. On dit que c'est une voie d'excellence. Certes, quand on voit globalement qu'un jeune, oui, on va considérer que jusqu'à 30 ans, on est encore jeune. Donc, mais que très clairement, avec une expérience professionnelle et un niveau de formation qui colle au mieux aux besoins des entreprises, c'est de toute façon la meilleure des solutions pour arriver à une insertion, une inclusion durable. Pour revenir au rôle des CFA, puisque le rôle des CFA, c'était également de signer les contrats. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, dans la même dynamique, celui où le centre de formation qui va, j'allais dire, être, vous avez noté, je me suis reculé, d'être en dimension un petit peu subie, en attendant que le jeune arrive avec son contrat d'apprentissage signé. Celui-là aussi, il a tout faux demain. Il y a tout un travail en amont de la part de l'organisme qui va, à travers d'abord un ciblage de l'ensemble des publics, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers des présences sur des salons ou d'autres formes de communication plus adaptées, va devoir faire un véritable acte de candidature pour intégrer l'apprentissage. Et acte de candidature basé sur son projet professionnel, le secteur d'activité, le métier, et effectivement la formation
qui peut conduire à ce métier. En parallèle de cela, l'organisme de formation doit faire le même travail vis-à-vis de l'entreprise pour identifier de façon qualitative le besoin de l'entreprise, le profil. On est sur du recrutement sur mesure et donc toute la démarche d'un organisme de formation gagnant en apprentissage sera de mettre en relation et d'accompagner ce maillage, cette signature de contrat. Voilà, c'est aujourd'hui indispensable de s'inscrire dans cette démarche-là. C'est pas la peine que je dise ça à l'IMERIC, puisque voilà, c'est ce que l'IMERIC pratique depuis quelques années. Mais effectivement, ce que vous pratiquez à l'IMERIC, ce que l'on pratique globalement au sein de notre CFA régional, j'allais dire presque naturellement, pour toutes les formations de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose que nous avons aussi très clairement commencé à faire depuis quelques années dès les premiers niveaux de qualification. Voilà, parce que si on montre que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence, bah, vous savez, quand vous formez des apprentis du CAP au diplôme d'ingénieur, je crois qu'on peut dire que c'est une voie d'excellence. Mais on est dans une logique de marché. Donc il faut que l'organisme de formation, il aille chercher ses deux clients. Avant, il avait un client, l'entreprise. Aujourd'hui, un organisme de formation a deux clients. Il a le jeune et il a l'entreprise. Exactement. Très bien. Est-ce que nous avons oublié un acteur là-dedans? Nous avons parlé du CFA, oui. Organisme de formation, des OPCO, des branches professionnelles, de l'URSSAF. Ah, on peut évoquer un acteur qui était très présent, puisque c'est lui qui était à la manœuvre. C'est le conseil régional. Il était à la manœuvre de l'apprentissage, de par les différentes lois. Alors, il inscrivait d'ailleurs l'apprentissage comme un outil d'aménagement du territoire. Demain, le conseil régional, les conseils régionaux ne vont plus avoir la main sur la carte de formation en tant qu'outil d'aménagement du territoire, mais vont néanmoins continuer à travailler comme ils le font, alors pas dans toutes les régions, mais comme ils le font, et on va parler de la région qui est la plus belle, hein, qui plaise aux autres régions de France, qui s'appelle l'Occitanie, mais la région a depuis de nombreuses années des contrats d'objectifs et de moyens signés avec les branches professionnelles pour développer l'apprentissage, la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Donc ça va continuer. Mais c'est vrai que la région perd la main sur le pilotage. La région, entre guillemets, conservera la main demain pour financer les investissements des centres de formation, les investissements structurants, les investissements pédagogiques, eux, je sais pas, une cuisine, des ordinateurs ou un robot, pourront faire l'objet de financement de la part des OPCO et plus de la part de la région. Voilà. Donc, c'est quand même un changement important, tout à fait, de la part, de la région. Et puis, en termes d'acteurs, on évoquait effectivement les CFA, on a de nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents sur l'apprentissage. Je crois qu'un communiqué du ministère parlait la semaine dernière de 554 nouveaux centres de formation d'apprentis à la rentrée de septembre 2019. En Occitanie, c'est 52. Voilà. Donc qui se sont lancés sur l'apprentissage. Voilà, donc, globalement, c'est une région dynamique. Complètement. Mais d'ailleurs, le nombre d'apprentis, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau régional, est en claire augmentation. Alors, à la fois, certainement, du fait de la loi, mais aussi et surtout, ne l'oublions pas, du fait des engagements pris et qui continuent à être pris aujourd'hui par les régions. Voilà. Là, il faut quand même remettre l'église, comme dirait l'autre, au centre du village. Merci. Alors, parmi nos participants, je vois qu'il y a des étudiants qui suivent notre interview. Et donc, j'aimerais que l'on puisse évoquer, Monsieur Cressac, l'intérêt pour eux. Y a-t-il des nouveaux intérêts, des nouveaux avantages pour les étudiants à partir de 2020? Je dis étudiants, mais apprentis. Ou étudiants en apprentissage, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, il y a une différence de posture, apprenti. C'est vrai. Donc, très clairement, alors s'ils se sont déjà lancés dans l'apprentissage, moi je leur dis clairement qu'ils ont déjà fait le bon choix.
S'ils s'interrogent, très clairement, vous me direz, si je n'étais pas convaincu, il faut peut-être que j'aille faire notre métier. Mais très clairement, ils sont là dans la posture qui, en fonction de la maturité qui est la leur, va leur permettre d'acquérir et un niveau académique et une expérience professionnelle. Nouveauté par rapport à la nouvelle loi, elle est en particulier liée à l'international. Le législateur souhaite notamment développer et multiplier par 2 la mobilité européenne et à l'international et faire en sorte que ce que l'on connaît dans les autres voies de formation, eh bien, l'apprentissage puisse permettre effectivement d'être développé à l'international. Ça, c'est une grosse nouveauté par rapport aux précédentes lois. D'accord. Donc, excusez-moi, Monsieur Crissac, donc on est bien d'accord, l'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est régi sous la loi en France, oui. D'accord. Oui. Donc il ne s'agit pas d'aller travailler dans une entreprise à l'étranger, mais une entreprise qui est basée en France peut envoyer, dans le cadre d'Erasmus ou par des stages, oui. Les apprentis à l'étranger. Oui. Il y a 2 approches. Elle peut envoyer, donc si par exemple elle a des succursales dans l'Union européenne ou même à l'international, alors la mobilité européenne, avec notamment les aides au financement, aujourd'hui sont calées dans le cadre des pays de l'Union européenne. Alors, je n'ai pas suivi les dernières actualités du Brexit, mais voilà, donc de l'Union européenne. Et donc, par rapport à cette démarche-là, soit l'entreprise a effectivement des succursales, et on peut complètement imaginer qu'une partie du contrat se fasse tout à fait dans une entreprise dans un pays de l'Union européenne, voilà. Soit l'entreprise n'a pas de succursale et il peut y avoir dans le cadre de conventions de stage à mettre en œuvre, eh bien, ce principe de la mobilité européenne. C'était quelque chose qui n'était pas du tout développé. Ce qui était développé, c'était essentiellement, alors d'ailleurs souvent sur les premiers niveaux de qualification, plus dans des logiques de découverte. Alors ces découvertes vont certes pouvoir se poursuivre, mais là on passe vraiment un cliquet avec une vraie démarche qualifiée sur la mobilité européenne. D'accord. Et financièrement, est-ce que les étudiants vont avoir, les apprentis, pardon, vont avoir des aides? C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça encore, d'accord. Donc sur la partie donc, des financements, le législateur a souhaité apporter des modifications pour accompagner effectivement le financement de l'apprentissage avec des parts de salaire et une dimension supérieure, bon, avec des gains de pouvoir d'achat, oui. ainsi, y compris donc, pour les apprentis dès le premier niveau de qualification. Par contre, puisqu'on est à parler dessous, il y a également donc, la notion des primes versées aux entreprises. D'accord, c'était la question d'après. Ah, puisque nous avons aussi des entreprises qui suivent notre webinaire et qui... Oui. Et voilà, et l'intérêt, c'est de leur parler de ce qu'ils vont avoir comme intérêt ou avantage par rapport à cette réforme. Alors, le premier intérêt, j'espère l'avoir fait partager avec un maximum de participants, c'est véritablement d'avoir, à travers les nouvelles orientations, en fait, des apprentis mieux formés et notamment avec un contenu pédagogique de plus en plus en adéquation avec leurs besoins et surtout un contenu pédagogique qui va évoluer rapidement, voilà, en adéquation avec l'évolution de leurs besoins. Un élément que j'ai passé un peu rapidement, c'est que demain, dans l'ensemble des diplômes, les entreprises vont être sollicitées pour donner leur avis sur le contenu, le référentiel de formation, le référentiel de certification, et vont avoir un poids important pour faire évoluer ces référentiels de formation, pour qu'on n'ait pas un décalage de 3, 4, 5 ans, voire plus dans certains cas, entre les besoins immédiats de compétences des entreprises et le contenu académique. Premier élément, premier intérêt. Deuxième intérêt, pour une entreprise, ça c'est aussi un élément important de la loi, classiquement, l'apprentissage se structurait du 1er juillet au 31 décembre. Voilà. Et donc, on avait nos rentrées de formation qui étaient calées dans l'ensemble des centres de formation d'apprentis sur cette période-là, et une entreprise pouvait recruter 3 mois avant le premier jour ou 3 mois après le premier jour de formation un apprenti. Demain,
eh bien, une entreprise, elle peut recruter un apprenti du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Avec véritablement là une ouverture des possibilités bien plus grande. Donc, ça veut dire que les organismes de formation vont devoir aussi adapter leur pédagogie et leur démarche. Voilà. Sinon, les entreprises iront voir ailleurs. Donc, ça, c'est le deuxième avantage, effectivement, pour l'entreprise. Troisième avantage. Si je résume pour les participants qui nous écoutent, par exemple, à Imerir, nous pouvions décider, l'étudiant pouvait choisir son statut de septembre à décembre. Aujourd'hui, il pourra changer de statut, passer d'étudiant à apprenti tout au long de l'année. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. D'accord. Là, j'étais côté entreprise. Parce que pour un étudiant, alors, bien évidemment, on pourra déborder sur le mois de janvier, mais je ne veux pas mettre en difficulté les modalités académiques de l'école. Sinon, M. Denet, le directeur de l'IMERIR, me rappellera son bon souvenir. Donc, mais dans l'absolu, oui, bien sûr. C'est aussi ça, l'intérêt de la démarche, tant pour un jeune que pour une entreprise. Ensuite, autre élément, donc au-delà de ces éléments pour l'entreprise, on était arrivé à une complexité sur le financement qui était assez délirante. Voilà. Donc, demain, dans les nouvelles modalités, les choses vont être quand même beaucoup plus simples, puisque il n'y aura plus de contribution apprentissage, plus de contribution formation, plus de taxes d'apprentissage, mais une contribution qui représente 1,68% de la masse salariale brute annuelle donc, de l'entreprise, versée donc, en 2020 exceptionnellement aux OPCO, à partir de 2021 à l'URSSAF. Voilà. Et à partir de là, point. Et en parallèle de cela, lorsque l'entreprise voudra recruter un apprenti, elle se rapprochera de l'OPCO, parmi les 11 OPCO auxquels elle appartient, et l'OPCO sera donc tenu de financer, sur la base du coût contrat, voilà, la formation de l'apprenti. Un élément néanmoins qui est important, quand on dit les choses, il faut tout dire, même peut-être les choses qui vont paraître, notamment aux yeux des entreprises, un peu moins sympathiques. Mais ça me paraît important de l'évoquer. Ce sont les primes aux entreprises. Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2019, dans le cadre de la loi qui se clôture, il y avait, en fonction des régions, 3 à 4 primes versées aux entreprises. Voilà. À partir de la mise en place de la nouvelle loi, il n'y a qu'une seule prime qui est versée. Et cette prime-là, elle est ciblée. C'est-à-dire qu'elle est versée exclusivement pour les entreprises qui recrutent des apprentis de niveau CAP et baccalauréat, et pas au-delà. Et uniquement sur ces diplômes-là, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Voilà. Donc ça, effectivement, pour les entreprises qui recrutent des apprentis post-baccalauréat, il n'y a plus de prime. Je pense que c'est important de le dire aux entreprises. Nous, il nous a semblé, quand je dis nous, les chambres de commerce et d'industrie, excusez-moi, je vais sortir un peu, mais pas longtemps, du cadre, il nous semblait que ce n'était pas le meilleur signal à renvoyer pour développer l'apprentissage. Mais malgré toutes les actions de lobbying que nous avons essayé de faire auprès du législateur, eh bien, celui-ci n'a rien voulu entendre. Il a repositionné le financement prioritairement sur le coût contrat et sur le financement de la formation, et moins sur les primes. C'est un choix politique, on en prend acte. Tout à fait. Bon, c'est aussi compréhensible puisque la politique actuelle est de motiver les entreprises à augmenter les compétences. Oui. Donc, on va privilégier peut-être les moins diplômés pour les faire monter en compétences. Et puis, ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'on prend un étudiant qui a déjà un BTS et qui est sur une licence ou Bac plus 5, bien, a des compétences que l'on peut mobiliser dans l'entreprise. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui peut rendre des services pour un salaire pour lequel il y a moins de charges quand même. Oui. J'aurai le droit d'utiliser cet argument. Je vais essayer. Vous pouvez. Merci Céline. Si vous le trouvez convaincant. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, en tous les cas, merci. Mais je pense qu'on a fait vraiment le tour. Est-ce que vous avez évoqué aussi donc un peu la réforme de la formation professionnelle continue? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? En quelques mots,
effectivement, la part belle de la réforme, elle portait sur l'apprentissage. D'ailleurs, aujourd'hui en France, on a deux contrats. On a le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Très clairement, le contrat de professionnalisation va être amené à mourir de sa belle mort, effectivement, au profit de l'apprentissage. Ça veut dire qu'après 30 ans, on ne pourra plus suivre une formation et aller en entreprise pour mettre en pratique. Non, mais on va pouvoir le suivre à travers une autre démarche qui va être le CPF. D'accord. Et donc, là-dessus, le CPF, donc, alors là, c'est une véritable révolution, va s'adresser à tous les actifs. Je note bien actifs, je ne dis pas salariés. Donc, actifs, c'est-à-dire salariés et demandeurs d'emploi. Et ce CPF n'est plus valorisé de façon en heures de formation, mais il est monétarisé. Et donc, sur la base de 500 € par an, cumulable sur 10 ans, permettant d'avoir effectivement un budget de formation et de pouvoir véritablement, pour chaque actif, financer une formation qui pourra d'ailleurs être en lien ou pas, notamment pour les salariés, avec ses activités professionnelles. L'idée, c'est véritablement, on nous explique depuis X lois, X réformes, que nous serons amenés à changer de métier plusieurs fois dans notre vie et donc en termes de parcours. Et on avait un décalage entre cette volonté qui est certainement louable et les modalités de financement de cette loi. Là, à travers le CPF, à travers également les moyens donc, de communication sur ce CPF, et notamment un CPF qui sera accessible sur smartphone à partir du 21 novembre prochain pour tout actif qui pourra véritablement voir les formations qu'il pourra suivre avec une partie présentielle, une partie digitale. Et donc là aussi, on est rentré dans une véritable libéralisation de l'offre de formation. Fini les plans de formation, fini les obligations de former. Donc, vous voyez, on change vraiment de paradigme. Donc, si je résume, et si j'ai bien compris, donc ce CPF pourra être mobilisé directement par le salarié, la personne active, comme tout à fait. Vous disiez, pour faire une formation en alternance. Faire celle de son formation. Voilà. À partir du moment où ça reste dans l'environnement professionnel, mais pour une reconversion, par exemple. Environnement professionnel ou pas. Ou pas. Ah oui, oui. Bien ce que j'ai compris. Environnement professionnel ou pas. Très bien, tout à fait. Donc une grande libéralisation. Ah oui. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Écoutez, je pense avoir fait le tour de mes questions. Est-ce que vous pensez avoir j'espère surtout, vous avez été très précis et très clair dans vos réponses. J'espère surtout avoir été à peu près clair, effectivement, et surtout avoir fait partager cette conviction profonde qui est la mienne. Je crois que je suis tombé il y a 25 ans, dans l'apprentissage en particulier, pour montrer que c'est véritablement une voie d'excellence dans notre... Voilà, et qui répond le mieux à la fois à la maturité du projet d'un jeune et aux besoins et à l'investissement d'une entreprise. Voilà. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est une bonne conclusion par rapport à ces questions. Et nous allons faire maintenant un point sur les sondages pour voir quel est le profil des personnes qui ont suivi notre webinaire. Je vais demander à Cédric de venir nous rejoindre afin de nous faire un bref résumé de cette séance. Bonjour à tous. Bonjour aux internautes. Bonjour Monsieur Crissac. Bonjour Cédric. Alors Cédric, quel était le profil de nos participants? Alors au niveau des profils, ils étaient assez hétérogènes. Nous avions des dirigeants d'entreprise, mais nous avions également des étudiants, aussi des tuteurs et des responsables de ressources humaines. Bon, c'était très diversifié. C'était très diversifié. Oui. Et je pense que M. Crissac a été très précis et tout le monde a dû trouver des réponses à ces questions. Peut-être y a-t-il eu d'autres... Déjà, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que nos participants avaient une connaissance de l'actualité de ce sujet? Alors justement, je pense que ce webinaire aura permis d'apporter quelques réponses, puisque une quarantaine de pourcents de ces personnes-là n'avaient aucune idée de cette réforme, enfin n'avaient aucun renseignement précis sur cette réforme, et pour une quarantaine d'autres, c'était un niveau assez moyen. Il y avait une quinzaine de pourcents qui pensent avoir un niveau assez
qui connaissaient réellement cette réforme et qui avaient des réponses déjà assez précises. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il va quand même continuer à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Pour faire passer, dans le secteur qui est le nôtre, c'est bien à propos. Alors Cédric, est-ce que nos internautes ont posé des questions? Alors oui, quelques questions nous sont apparues, notamment sur la limite de l'âge pour la signature de contrat d'apprentissage. Donc, quelle serait cette limite d'âge pour cette signature? Aujourd'hui, on était passé donc jusqu'à 26 ans. Il fallait avoir moins de 26 ans pour signer un contrat d'apprentissage. Il y avait la barrière était calée jusqu'à 30 ans dans certaines régions. Cette notion donc de 30 ans est généralisée pour la nouvelle loi, dans le cadre de la nouvelle loi. Et puis il y a un autre élément, c'est que l'apprentissage se veut aussi être une voie d'insertion ou de réinsertion sociale. Et donc il y a une volonté déployée par le législateur d'accompagner l'apprentissage, notamment auprès des personnes qui possèdent une forme de handicap, et quelle que soit la forme de handicap. Et là, la notion de limite d'âge disparaît totalement. Et donc, vous parliez qu'il y avait des différences entre les régions auparavant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, et avec cette réforme, il y aurait d'autres différences qui pourraient apparaître ou plus aucune? Alors, les différences qui peuvent aujourd'hui encore apparaître, elles vont être liées aux investissements qui vont être à la main des conseils régionaux, donc des volontés politiques qui peuvent différer d'une région à une autre. Et puis, elle peut apparaître sur ce que l'on appelle le fonds de soutien que vont avoir les régions au bénéfice de la qualité des formations. Je prendrai deux exemples. Premier exemple, il faut accompagner les organismes de formation, les CFA, à digitaliser leur pédagogie. Eh bien, le conseil régional peut imaginer demain financer, accompagner le financement de cette digitalisation. Bien évidemment, comme c'est un acte politique, bien, une région peut avoir une approche différente à une autre. Deuxième exemple, ça va concerner notamment, et on voit arriver dans notre pays un certain nombre de jeunes migrants qui sont, en termes d'insertion professionnelle, très, très intéressés et qui font le choix de l'apprentissage à tous les niveaux et des choix qui sont franchement des choix très positif. Voilà. Et donc, là aussi, la volonté pourra être celle d'une région d'accompagner cette insertion. Et là, c'est un acte, alors, pour le coup, très politique, qui pourra être différent d'une région à une autre. D'accord. Autre question qui est apparue également, c'était sur une période d'essai. Au niveau du contrat d'apprentissage, est-ce qu'une période d'essai existe comme sur un CDD ou un CDI pour un apprenti? J'ai dit, une entreprise peut signer un contrat d'apprentissage du 1er janvier au 31 décembre. Donc, globalement, l'organisme de formation va devoir s'adapter aux besoins, y compris de la saisonnalité, de l'entreprise, de la filière et du secteur d'activité. Un exemple, nous sommes dans un très beau département, ici, dans les Pyrénées-Orientales. Très clairement, on n'imagine pas, en plein mois de juin, juillet, août et septembre, que la démarche, qu'un apprenti ne soit pas en entreprise. Voilà. Et donc, la logique donc, des congés ou des vacances, tout ceci n'existe plus. Alors, par contre, quand je dis n'existe plus, un apprenti qui est salarié, bien sûr, aura, mais comme tout salarié, à prendre des congés, bien évidemment. Mais cette notion de... Le calendrier et la réforme fait que, en fait, vous voyez, on passe d'une logique où très souvent, on était sur une démarche académique de septembre de l'année N au mois de juin de l'année N+1. Tout ça est amené à disparaître. Alors, peut-être qu'il faudra rester sur ce format si ça correspond aux besoins d'une entreprise ou d'une branche. Mais si cela ne correspond pas, bien, il faudra faire évoluer l'alternance pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, tout ceci va être amené à bouger. Tout ceci
fera l'objet d'une différenciation entre les organismes de formation. In fine, c'est l'entreprise qui fait le choix. D'accord. Pour moi, en termes de questions, c'était tout. Eh bien, nous restons encore un peu connectés de façon à ce que si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment, pour que Dominique Cressac puisse y répondre en direct. Monsieur Cressac, voyons, si je vous faisais faire une petite étude de cas. Oui. Pour l'entretien s'était bien passé jusqu'à présent. Pour voilà, que ça soit un peu comme une alternance. On a appris des choses avec vous. Et si on les mettait en pratique, voilà, je suis une entreprise. J'ai bien compris que si j'étais un étudiant, je me rapproche des centres de formation aujourd'hui. Et c'est le centre de formation qui va me guider pour mettre en place le contrat d'apprentissage. Oui. Mais si je suis une entreprise, même réflexe. Quel est le dispositif? Même réflexe. Je me rapproche. Alors, je me rapproche de l'organisme de formation du CFA avec lequel j'ai envie de travailler. Alors, si il y a, je dirais, une relation forte qui existe avec un CFA historique, avec une école, il faut surtout rien changer, surtout si l'entreprise est satisfaite. Il faut peut-être que l'entreprise définisse clairement les missions qui sont les siennes, voilà, et que ces missions-là, elle puisse dire, voilà, face à ces missions, vous, l'organisme, le CFA, qui êtes le spécialiste de la formation, dites-moi quel est le diplôme qui est le plus approprié. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est fort de ces deux éléments, candidat et entreprise, que le centre de formation va faire cette mise en relation. C'est aussi important que l'entreprise puisse se dire au CFA, voilà, moi je souhaite recruter sur telle période, voilà, plutôt que telle autre. Voilà, alors, sachant que tout ceci, j'ai le sentiment quand je vous dis ça que je parle un peu comme un livre, parce que la seule réalité, c'est celle de l'entreprise. Oui. Et en fonction d'un certain nombre de marchés, en fonction aussi d'un certain nombre de recrutements en cours, parce qu'il n'y a pas que les recrutements d'apprentis, le besoin de l'entreprise, il peut être amené à évoluer. Et là, c'est à l'organisme de formation, s'il veut optimiser l'accompagnement qu'il va faire auprès de l'entreprise, d'être au plus près de l'entreprise pour répondre à ses besoins. Et à partir de là, eh bien, le contrat d'apprentissage démarre. À partir de là, eh bien, il est important que l'entreprise désigne, alors c'est encore plus vrai demain, un maître d'apprentissage, un tuteur qui va accompagner l'entreprise. Et donc, c'est aussi important que, au final, l'entreprise puisse aussi, et ça c'est à l'organisme de formation de l'initier, que l'entreprise donne aussi son avis sur la pédagogie qui a été mise en œuvre, sur également le suivi qui a été mis en œuvre, parce que c'est fort de cela que l'organisme de formation pourra tirer ses indicateurs de performance et aussi, très clairement, comme on est dans un marché, fidéliser l'entreprise. D'accord. J'ai une petite question, du coup. On parle du tuteur, du maître d'apprentissage. Est-ce que dans cette nouvelle réforme pour 2020, le tuteur doit avoir une formation? Est-ce qu'il a des obligations? Alors, on est moins dans une démarche restrictive que ne l'étaient les anciennes lois. D'accord. Avec une logique de maître d'apprentissage qui doit avoir tel niveau académique, telle expérience professionnelle, pas plus de X apprentis. Bon, voilà. D'une certaine façon, je trouve que la nouvelle loi, qui est aussi dans une forme de libéralisation, elle responsabilise l'entreprise. Si globalement l'entreprise n'est pas attentive à cette démarche de tutorat, de toute façon, elle n'arrivera pas à capter le jeune. 2, elle n'arrivera pas à investir sur le jeune. 3, le jeune, à la fin du contrat, il n'aura qu'une envie, c'est de partir à la concurrence. Donc, l'entreprise est là pour autant. Ce qui est plutôt bien, c'est que, parce qu'à un moment, je sais que notre pays est plutôt fort en la matière, c'est bien de réduire les normes. Et là, pour le coup, on est revenu à quelques logiques de bon sens, de temps en temps, ça fait du bien, et donc de responsabiliser aussi les entreprises sur ce sujet-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cressac, d'avoir fait le déplacement, parce que je dois noter que Monsieur Cressac était tout à l'heure à Montpellier et qu'il est venu spécialement pour répondre à vos questions à Perpignan, à l'école Imérir. Est-ce que vous seriez d'accord si je disais qu'aujourd'hui, cette réforme de l'apprentissage met au cœur de ses priorités les entreprises et les besoins des entreprises?
C'est ce que j'ai entendu de plus fort dans vos propos. Oui, oui. Et donc, est-ce qu'on peut conclure comme ça? Tout à fait. L'entreprise, elle est au cœur du dispositif et parce que c'est elle qui crée la richesse économique de notre pays. Donc, si on veut développer l'apprentissage, c'est le point de départ, c'est la base et c'est toujours en prenant appui sur les besoins des entreprises que l'on arrivera à développer l'économie. S'il y avait un autre système, ça se saurait. Ça se saurait. C'est celui qui, de toute façon, a toujours été le plus performant. Eh bien, nous sommes d'accord, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Cressac. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinar, suite d'ailleurs à cette interview. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et de possibilités de répondre à vos questionnements sur d'autres interviews. Notamment, peut-être, nous pourrions accueillir un OPCO. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous revoir.